France-États-Unis, d'un lien singulier à un rapport classique. Dans les rendez-vous de la géopolitique, nous avons parfois abordé des liens bilatéraux, comme c'est le cas avec le couple franco-allemand. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux liens entre la France et les États-Unis à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. Alors, cette séance s'inscrit dans le cadre plus large de séances anniversaires consacrées à la culture stratégique américaine, mais pour mieux les aborder, encore faut-il revenir sur la nature de ces liens entre la France et les États-Unis avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on va faire une série de vidéos sur une thématique spéciale, mais peut-être qu'on va regarder avec un regard très français au départ, pour essayer de comprendre comment s'est tissée la nature de la relation entre la France et les États-Unis, et peut-être que dans un premier temps, il serait nécessaire de faire un rappel historique. Oui, le rapport historique que vous m'invitez à faire est indispensable, puisqu'on voit bien que dans l'intitulé de nos thématiques, on évoque un lien qui serait singulier, et on s'interroge sur le fait de savoir si on basculerait sur un rapport classique, donc il y a l'air d'avoir une évolution. Il est indispensable de comprendre quelle serait la nature de cette évolution, et pour ça, il est incompressible de traverser un certain nombre d'étapes dans le temps pour voir quels pourraient être les différents événements qui ont renforcé ou qui ont altéré les rapports entre la France et les États-Unis. Il me semble qu'il y a 5 étapes qui sont particulièrement importantes à mettre en exergue pour nos auditeurs et pour qu'on puisse répondre à la question. La première étape, il me semble qu'il est opportun de l'intituler une singularité exceptionnelle, car on voit bien que exceptionnel a une connotation quand même très fortement positive et vient renforcer le premier terme, qui se positionnerait entre 1776 et 1812. Ensuite, on peut peut-être basculer vers une deuxième étape qui serait, qu'on pourrait appeler une proximité, qui n'est pas altérée par un certain nombre de divergences. En termes de période, c'est une période qui s'inscrirait plutôt entre 1917 et 1956. Évidemment, je serais amené à m'expliquer sur le choix chronologique tel qu'on est en train de l'évoquer. Succéderait à cette deuxième étape une troisième étape, qui serait une étape de différenciation, malgré le fait qu'on reste sur un accord stratégique global. Et là, on serait plutôt entre 1958 et 1989-1991. Il y aurait une avant-dernière étape qui serait, elle, une vraie étape de différence avec des divergences très très fortes ou qui seraient très marquées de 2003 à 2025. Et enfin, on serait amené à aborder une cinquième étape qui touche à la période contemporaine et qui s'inscrirait dans la continuité de la fin de notre intitulé, à savoir un rapport qui serait devenu classique. Je m'empresse de préciser que ce terme, on peut spontanément considérer qu'il est positif. Il conviendra peut-être de l'appréhender sous des facettes multiples et a fortiori sous les logiques de la géopolitique qui peut-être révéleront que ce titre est moins spontanément positif que ce qu'il a l'air d'être quand on l'écoute dans une première démarche ou dans une première déclinaison. Oui, je vous invite à faire le mouvement inverse. Repartons depuis le début et intéressons-nous à cette singularité exceptionnelle des liens entre la France et les États-Unis au moment de la naissance des États-Unis. Lafayette, nous voilà. Je crois que pour pouvoir illustrer cette période, il convient d'essayer de se remémorer cette phrase qui a été prêtée au général Pershing le 4 juillet 1917 dans le cimetière dans lequel repose le marquis de Lafayette, parce qu'on voit bien là que la symbolique est très très forte et que surtout elle est en train de souligner effectivement, je crois que c'est important à dire d'emblée, des liens qui se sont tissés entre deux États et qui n'ont aucune commune mesure avec tout ce qui se fait par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans un lien unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un lien unique dès le départ? Parce qu'en fait, on est dans la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776 et que pour aller directement à l'essentiel, on se retrouve dans une configuration où la France est le seul État qui va aider les États-Unis d'Amérique à être indépendants en 1776. Donc évidemment là, on a un lien qui est très très fort. Je m'empresse de préciser un point qui me paraît très très important à souligner d'emblée, parce que ça peut faire l'objet d'interprétations postérieures, notamment en France, qui ne peuvent pas correspondre au contexte, parce que souvent, on en a une grille de lecture a posteriori qui consistera à dire c'est magnifique, la France s'est empressée d'apporter les idées de liberté et de démocratie aux États-Unis. Seulement, je ferai remarquer qu'on est en 1776
que donc c'est bien le marquis de Lafayette, dont la particule souligne que c'est la monarchie française qui s'empresse de venir au secours des insurgés, et que c'est un point important sur lequel on sera amené à revenir, et que donc on est plus en train d'obéir à des logiques de géopolitique classique, à savoir que comme il y a un certain nombre de dissensions entre le Royaume-Uni et la France qui se prolongent, la France est dans le souhait d'aider les rebelles américains pour et amener un certain nombre de désagréments envers les Britanniques, car il faut rappeler que les États-Unis sont au départ une colonie britannique. Ça aussi, c'est très très important à souligner. Il y a un deuxième point qui est essentiel à souligner dans la continuité, d'emblée, c'est qu'on se retrouve dans un lien, et ça, c'est pas assez souvent mis en avant, dans lequel on remarquera que finalement, depuis 250 ans, la France est la seule grande puissance européenne qui n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. Parce qu'évidemment, bon, l'Allemagne a été 2 fois en guerre avec les États-Unis sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est tellement évident que je vais très vite. Mais le Royaume-Uni a été à 2 reprises en guerre avec les États-Unis, sur cette guerre d'indépendance en 1776 pardon, et en 1812. C'est un fait peu connu, mais qui est important. L'Italie a été en guerre avec les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale, et l'Espagne a été en guerre avec les États-Unis lors d'une crise géopolitique importante en 1898 qui concernait Cuba. Donc là, on est en train de se rendre compte que l'Allemagne, que le Royaume-Uni, que l'Italie et que l'Espagne ont été en guerre avec les États-Unis à des moments différents, mais jamais la France. Ce qui met le lien franco-américain ou qui lie les États-Unis à la France, déjà dans une perspective d'emblée totalement particulière, puisque non seulement la France est la seule puissance à avoir aidé les Américains à être indépendants, Independence Day, mais la seule puissance européenne qui n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. Alors en plus, pour surenchérir sur la nature très particulière de ces liens, on peut rajouter 2 événements qui me paraissent très très importants. D'abord, il y a un événement en 1803 à travers lequel Napoléon Bonaparte, consul, vend la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Et alors en plus, il faut rajouter un point qui est très important sur cet aspect, c'est que le territoire de la Louisiane tel qu'il est vendu par la France aux États-Unis est beaucoup plus important en termes de superficie que le seul État de Louisiane tel qu'il existe aujourd'hui. Et on serait tenté de faire remarquer que ça tisse un lien encore plus fort, car finalement, c'est grâce à la France que les États-Unis ont des étoiles supplémentaires sur leur drapeau, et c'est loin d'être neutre. On fera là aussi remarquer que l'objectif français consistait autant à satisfaire les Américains qu'à embarrasser les Britanniques, car Napoléon, dans sa grandeur stratégique, avait bien compris qu'il était impossible de maintenir la présence française sur ces territoires avec l'omniprésence et la domination de la marine britannique ou de la Royal Navy, et que donc la seule façon, paradoxalement, d'empêcher les Anglais que de remettre un pied dans les Amériques, c'était de vendre ces territoires américains qui, de surcroît, renforçaient encore davantage les liens entre le tout jeune État américain et la France. Et puis, il y a un troisième point, c'est qu'en 1812, ça c'est très très important, c'est la seule défaite militaire, j'insiste, des États-Unis d'Amérique dans leur histoire, puisque les Anglais débarquent sur la côte américaine lors d'un différend très important. Et en fait, pourquoi ça renforce les liens entre la France et les États-Unis? Parce que les Français et les États-Unis sont des alliés de facto, puisque c'est l'année de la campagne de Napoléon en Russie, que la Russie est alliée aux Britanniques, et que donc, en fait, on se retrouve de facto exactement dans le même camp ou dans la même perspective. Donc, en fait, on voit bien que là, on est sur une genèse des relations qui n'a pas d'égal dans l'histoire de l'ensemble des pays, j'insiste, de la géopolitique. Et je ferai remarquer que j'ai parlé pour cette première étape de 1776 à 1812. On voit bien que l'étape suivante va nous amener à faire un bond dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en 1823, on a James Monroe, le 5e président des États-Unis, qui fait donc son discours le 2 décembre avec la doctrine Monroe qui va consister, pour faire une synthèse ou pour simplifier, à mettre les États-Unis dans une posture d'isolationnisme. Donc, ces rapports n'auront pas lieu d'être altérés. Il y aura évidemment quelques tensions. Je pense notamment aux velléités de la France de se rapprocher du Mexique avec Napoléon III. Je pense à des questionnements qui pourront se poser, tant chez les Britanniques d'ailleurs que chez les Français durant la guerre de sécession entre mai 1861 et mai 1865. Mais là, on est sur un départ de relation qui est totalement exceptionnel, comme je le soulignais,
et qui pose d'emblée des rapports dont on sent bien qu'ils sont très particuliers. Alors, si on en vient à la deuxième étape, le terme clé, c'est proximité. Il y a une proximité réelle, mais qui n'est pas dénuée, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, de divergence. Alors cette proximité, c'est assez facile de la souligner puisque la période concernée, rappelons-le, telle qu'on l'a évoqué précédemment, c'est 1917-1956. Alors pourquoi 1917? Parce que dans la continuité de mon propos précédent, les États-Unis sortent de leur doctrine Monroe, de leur isolationnisme et s'impliquent vraiment dans la Première Guerre mondiale. Donc là, évidemment, aux côtés des Français. Et c'est à ce moment-là que le général Pershing, c'est des propos, encore une fois, qui lui sont prêtés, donc retenons-le ainsi, ce serait exprimé de façon lyrique, ce qui n'est pas si souvent. Lafayette, nous voilà. J'insiste sur ce point sur lequel je serais peut-être amené à revenir par la suite. Il me semble très très important parce qu'il signifie bien le fait que les Américains ont conscience de venir payer une dette. Et même plus de 100 ans plus tard, nous voici. On ne vous a pas oublié, nous voici. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver à l'esprit. Il y a évidemment la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains viennent une deuxième fois, et puis il y a le plan Marshall, même si il est évident que le plan Marshall n'était pas uniquement à vocation de la France, mais pour l'ensemble des pays européens, et qu'on est dans une perspective de guerre froide. Donc on n'était pas non plus purement dans une vision, on va dire, altruiste, mais que les Américains y avaient intérêt. Nonobstant ces remarques, on voit bien que là, on est dans une proximité très importante, puisque sur les deux guerres mondiales, la France et les États-Unis et la France se retrouvent du même côté. Après, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de désagréments qui commencent à surgir, ou de frictions qui commencent à se faire sentir, pour reprendre un terme clausewitzien, même s'il est utilisé plutôt à des fins de tactique militaire, en ce qui concerne Karl von Clausewitz. Parce que déjà, on pourrait faire remarquer que dans les années 20 et les années 30, il y a déjà un certain nombre de différends qui sont en train de se faire sentir sur la gestion de l'après-Première Guerre mondiale. Et il y a notamment des agacements qu'on sent assez forts du côté français en particulier, parce qu'on a l'impression que les Américains ne comprennent pas vraiment la situation de la France, a fortiori qu'une démographie qui est faible face à l'Allemagne. Et je pense à toutes ces questions qui ont particulièrement empoisonné les relations entre les deux pays, sur les réparations allemandes, sur le montant des réparations allemandes, sur comment fallait-il financer les prêts importants que les Américains avaient faits. Et là, on a Gérard Haro dans un livre qui est vraiment très important de ce point de vue-là, dont le titre d'ailleurs synthétise tout. Nous étions seuls. Histoire de la diplomatie française de 1919 à 1939. Et on voit bien que là, il y a une sorte de grille plutôt anglo-saxonne, commune aux Américains et aux Anglais, qui consiste en fait à ne pas vouloir trop affaiblir l'Allemagne pour empêcher que la France soit trop puissante sur l'Europe. Donc ça, c'est déjà un premier désagrément qui paraît important à souligner. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est assez intéressant, même s'il s'avère plus s'insérer dans un cadre psychologique, c'est que la défaite de la campagne de France en 1940, ça a été un choc pour les Américains. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que, indépendamment de leur isolationnisme, les Américains s'investissent très peu dans les questions militaires parce qu'ils continuent de percevoir l'armée française comme la grande gagnante de 14-18, comme l'armée de référence, les vainqueurs, et que donc, en fait, en cas de problème, ça, c'est quelque chose de fondamental à avoir à l'esprit, parce qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir une aversion totale par la suite. Les Américains s'appuient sur l'armée française pour défendre leurs intérêts en Europe. Il faut bien entendre la phrase. Donc, en fait, quand en 5 semaines, du 10 mai 1940, un peu plus, jusqu'à l'armistice signé à Rotonde le 22 juin 1940, la France s'écroule en 6 semaines à cause de la Blitzkrieg, et que tout d'un coup, on a le président du Conseil sous la Troisième République, c'est l'équivalent du Premier ministre, Paul Reynaud, qui demande, accablé aux Américains, de rompre leur neutralité et d'envoyer des munitions, des canons et des avions. On a une réponse assez sibylline de Roosevelt qui consiste à dire « nous prions pour vous », mais en fait, ne bouge pas. Alors, en plus, en 1940, c'est une année présidentielle et Roosevelt s'était engagé à ne jamais faire entrer les États-Unis dans la guerre. Donc là, il y a une deuxième
blessure, je serais en train de dire, qui sera prolongée par le fait qu'on sent bien que par le poids que vont avoir pardon, les États-Unis dans la victoire, on sent bien que là, il va y avoir une sorte de bascule en termes de préséance sur ces questions militaires et ces questions géopolitiques, qu'en plus vont venir se rajouter des différences de perspective sur comment les Français doivent-ils sortir de leur empire, dont on voit bien après 1945, malgré le discours de De Gaulle à Brazzaville, qu'il n'a pas de futur et que donc il faut absolument créer la situation la meilleure possible pour mettre fin à l'empire colonial français, mais ça va créer aussi des dissensions, même si les Américains sentent bien que sur la guerre d'Indochine, on est plus déjà dans une grille de lecture de guerre froide, ce qui permet aux États-Unis et aux Français de rester quand même en symbiose que dans une lecture post-coloniale. Mais alors, il y a un événement qui va être majeur. Et l'événement qui est majeur, c'est la crise du canal de Suez entre fin octobre 1956 et le 7 novembre 1956. Et là, il est très important de rappeler les faits. Parce que c'est la dernière fois, c'est bien comme ça qu'André Fontaine présente les choses, je vais y revenir, c'est la dernière fois que les Français et les Anglais de concert vont prendre une initiative de leur propre chef, sans le demander aux Américains, en pensant qu'ils sont toujours des grandes puissances dans le monde et qu'ils peuvent prendre des décisions. Donc, synthétiquement, je rappelle que Nasser ayant nationalisé le canal de Suez, les Français et les Anglais, avec un traité secret, s'allient à Israël qui lance une attaque. Et les Français et les Anglais, officiellement, sont censés séparer les belligérants. Mais en réalité, les parachutistes français et britanniques sautent sur le canal de Suez pour récupérer le canal de Suez. Et sous la pression des Soviétiques, les Américains, en 48 heures, vont demander aux Anglais et aux Français de rentrer très très vite, parce que les Américains ont fait remarquer que, un, ils les ont pas prévenus, que deux, on sent bien que sous le terme prévenir, il y a de façon sous-jacente, surtout le terme de demander l'autorisation, que donc, comme ils se sont affranchis de la tutelle de la puissance principale, on va dire occidentale, les Américains disent, puisque vous avez pris cette liberté, nous, on ne viendra plus vous protéger. Et donc les Français et les Anglais, se trouvant sous la menace soviétique alliée de l'Égypte, rentrent de façon précipitée, ce qui devient une défaite politique malgré un succès militaire. Et donc là, on a une blessure qui est très très forte. J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'on voit bien que ça va accélérer le processus de la construction européenne. C'est un autre sujet, mais sur lequel on ne dit pas assez souvent qu'il a des liens géopolitiques, puisque je rappelle que le traité de Rome est signé le 25 mars 1957. Donc on voit bien qu'on est dans la continuité. Pour qu'on puisse conforter le sentiment que c'est une crise vraiment très très importante, il me semble important d'évoquer ces deux ouvrages d'André Fontaine sur la guerre froide, parce qu'on va se rendre compte avec ces deux ouvrages à quel point effectivement, là, on commence à percevoir une altération dans les liens entre les deux pays. Il y a d'abord le deuxième tome sur la guerre froide, ce deuxième tome qui s'intitule « De la guerre de Corée aux crises des alliances ». C'est donc l'histoire de la guerre froide globalement de 1950 à 1963. Et ce qui est intéressant, c'est le terme de crise des alliances dans le sous-titre, parce que même si ça ne concerne pas que la France et les États-Unis, ça concerne aussi la Chine et l'Union soviétique, on voit bien quand même que ça met en avant qu'il y a une évolution dans le rapport. Et c'est encore plus intéressant en réalité dans son troisième tome, Un seul lit pour deux rêves, histoire de la détente. Il remonte un petit peu pour pouvoir expliquer au lecteur les prémices de la détente 1962 à 1981. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce troisième opus, c'est l'intitulé du quatrième chapitre, qui est à la page 67 et qui concerne la France. Et qui concerne que la France d'ailleurs. Et en fait, l'intitulé, c'est L'embêteuse du monde. Donc, quand en plus c'est un Français qui met ça en avant, ça laisse à penser spontanément quelle peut être la perception que les États-Unis ont eue du positionnement français à cet égard. Donc là, on voit bien par contre qu'on a un événement majeur et qu'on a une césure qui est en train de se mettre en place et qui va nous amener sur une troisième étape. Oui, parce qu'on a débuté par une proximité avec des divergences. Là, on est sur une distanciation qui est de plus en plus marquée, sur un fond d'accord stratégique quand même entre les États-Unis et la France. Le terme de distanciation est très important et
Et il y a un autre point qui est important, c'est d'expliquer pourquoi cette distanciation, parce qu'elle est principalement due aussi à une situation politique interne française. Peut-être que dans les étapes suivantes, ça sera plutôt dû à des situations politiques internes aux États-Unis. Pourquoi? Et pourquoi d'ailleurs faire commencer cette nouvelle étape, non pas en 56, là où on s'est arrêté précédemment, mais en 58? Parce qu'il se trouve que la France est en crise politique profonde, et que la France est tellement en crise politique profonde qu'en réalité, le président sous la 4e République demande au général de Gaulle qu'il nomme président du Conseil de revenir au pouvoir, et que cette nomination va être entérinée par l'Assemblée nationale le 3 juin 1958. Et là, c'est un facteur qui est particulièrement important à souligner, parce que ce qui va se passer, c'est que le général de Gaulle met en place une politique qui est assez connue en France, c'est-à-dire qu'il considère que on doit être allié, mais qu'on ne doit pas être soumis à la présence américaine. Et ça va avoir une conséquence forte, puisque le 7 mars 1966, le général de Gaulle décide de faire sortir la France du corps intégré de l'OTAN. Et je rappelle que ça sera d'autant plus possible qu'en fait, la France a fait l'explosion de sa première arme nucléaire en 1960. Donc là, on voit bien que la France assume un chemin qui est très particulier et qui nous amène nécessairement sur le fait que la France prétend toujours jouer un rôle, et un rôle qui sera un peu différent de celui des États-Unis, en prenant parfois des positions qui sont d'ailleurs pas celles des États-Unis. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est vrai que dans l'étape précédente, on sentait bien qu'il y avait une conjonction de termes qui se nourrissaient l'un l'autre, mais qu'on restait dans une conjugaison. Là, on voit bien qu'il y a une distanciation qui se met en place, mais quand les questions essentielles se posent, par contre, la France et les États-Unis se retrouvent dans une proximité très très importante, et ils sont très proches. Et là, me semble-t-il, on peut en donner 2 exemples à travers 3 actions, je précise. D'abord, il y a les crises des missiles de Cuba en automne 1962, où clairement le général de Gaulle dit à Kennedy que la France soutient les États-Unis dans cette crise, et que lui, le général de Gaulle, soutient pleinement le président des États-Unis d'Amérique. C'est important quand on se souvient de ce qu'on s'est dit précédemment, c'est-à-dire que là, pour de Gaulle, il n'y a aucune hésitation, parce qu'on est en pleine guerre froide, et que là, face à des enjeux aussi conséquents, là, il ne s'agit plus d'hésiter ou de modérer son soutien. Et il y a un autre événement qui va être intéressant dans la continuité, parce qu'il est l'œuvre de François Mitterrand, et François Mitterrand va le souligner à 2 reprises dans cette année 1983. À quoi est-ce que je suis en train de faire allusion? Au fameux discours du Bundestag du 20 janvier 1983, alors que François Mitterrand avait eu des ministres communistes dans son gouvernement. Il faut quand même bien comprendre ce qu'on est en train de dire, et qu'on est en pleine guerre froide. Et devant des députés allemands qui sont assez hésitants, j'invite nos auditeurs à revoir les images, François Mitterrand insiste en disant, très important, ça d'ailleurs en termes de dialectique géopolitique, que la paix ne peut se trouver que dans l'équilibre, le fameux équilibre du rapport de force, et que donc en fait, il est indispensable d'installer les Pershing américains, car voilà le clin d'œil de l'histoire, le nom des missiles que les Américains sont censés amener en Europe pour qu'on ait une parité stratégique nucléaire avec les fameux SS-20 soviétiques, s'appelle Pershing du nom du général américain qu'on a cédé précédemment, et dans un discours qui est un peu moins connu, mais dont une phrase est souvent remise en avant pourtant, du 13 octobre 1983, quand François Mitterrand est reçu à Bruxelles par le roi Baudouin. Il va rappeler cet événement, et surtout, il va avoir une phrase qui est très forte: « Les pacifistes sont à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. » Donc en fait, là, on voit bien que quand il y a des moments clés, la France se met en solidarité avec les États-Unis. Et il y a un dernier événement dans la continuité qu'on pourrait évoquer, me semble-t-il, c'est que quand il va y avoir la première guerre en Irak, qui va se déclencher en août 1990 jusqu'en février 1991, le président François Mitterrand va pleinement engager la France aux côtés des Américains dans cette opération et va rentrer en guerre. La France ne sera pas le seul pays, mais du côté des Américains. Donc on voit bien que là, oui, il y a une distanciation qui est en train de se mettre en place, mais il n'en reste pas moins vrai que sur les grandes questions stratégiques géopolitiques,
l'accord reste plein et entier et que donc finalement, malgré cette distanciation, on est dans une continuité. Par contre, sur l'étape qui suit, je ne suis pas totalement certain qu'on va pouvoir se retrouver dans un prolongement des étapes précédentes. Oui, parce que là, ce sont de vraies et de profondes différences qui s'installent et un éloignement. Oui, c'est vrai que cette quatrième et avant-dernière étape, telle qu'on les a déclinées au préalable, la marque non seulement une vraie prise de distance, mais de vraies différences sur les logiques de fond et sur à la fois les stratégies et les solutions qu'il conviendra d'apporter à la géopolitique. Pourquoi faire commencer cette étape en 2003? Parce que je pense que certains de nos auditeurs ont bien compris qu'entre la fin de la guerre froide, donc on pourrait situer avec la chute du mur 9 novembre 89, ou ce qu'on est habitué à faire dans le cadre de la géopolitique pour structurer la fin de la guerre froide, le discours de Mikhail Gorbatchev du 25 décembre 91 qui démissionne, on voit bien qu'on rentre dans une décennie où finalement la question de la géopolitique ne se pose plus, puisqu'on est dans cette idée synthétisée par Francis Fukuyama, la fin de l'histoire et le dernier homme, on pense que ça sera fini. Donc il n'y a pas de raison que les relations entre les États-Unis et la France soient particulièrement altérées dans un contexte comme celui-là. Par contre, on n'est plus du tout dans ce contexte-là au début de l'année 2003. Pourquoi? Parce que les Américains se proposent d'envahir une deuxième fois l'Irak et que là, il va y avoir une prise de position française qui est en réalité très souvent synthétisée par cette intervention du ministre des Affaires étrangères le 14 février 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je m'empresse de dire qu'en France, on est souvent très admiratif envers ce discours qui est plein de fougue, qui est lyrique, et dans lequel je rappelle que la France se propose de conseiller les États-Unis en faisant remarquer que les vieilles nations européennes qui ont tant habité la guerre peuvent se permettre de donner des conseils et des leçons aux Américains et qu'en réalité, il ne conviendrait de ne pas aller dans ce conflit irakien. Sauf que là, on se laisse abuser par la forme qui est en train d'oblitérer le fond. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Donc je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus suspicieux sur la portée de ce discours, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un ami ou d'un allié en fait? Est-ce qu'on attend qu'il vous voue aux gémonies de façon aussi ostensible devant l'ensemble des Nations Unies? Ou est-ce qu'on attend plutôt qu'il profite d'un moment feutré de complicité pour dire, écoutez, vous savez à quel point nos liens sont importants à travers l'histoire, vous savez à quel point nous avons l'habitude de vous soutenir, mais là, permettez-nous de vous dire qu'en l'occurrence, nous pensons que vous vous trompez. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, pour dire clairement les choses, que ce soit le président de la République lui-même, ce qu'il s'est efforcé de faire par la suite? Mais c'était trop tard, parce que là, les Américains ont répondu d'ailleurs ce jour-là, et ça, on ne le dit pas assez souvent en France. Le représentant des États-Unis a eu beau de faire remarquer qu'en termes de vieille démocratie, les États-Unis étaient plus anciens que la France. Nous y revoilà sur cette fameuse césure, car la France n'en était une que depuis 1789, soit 13 ans plus tard. Donc en fait, là, ça a été, à mon sens, exceptionnellement maladroit, d'autant plus que, à cause du 11 septembre 2001, les Américains n'étaient pas en situation de pouvoir entendre ce discours-là. Et quand bien même on avait raison sur le fond, il fallait attendre le moment propice pour qu'une fois que l'opération soit engagée et que les Américains commencent à connaître un certain nombre de désagréments ou les premiers désagréments, on soit amené à leur dire, écoutez, là maintenant on est prêt à vous proposer une solution de sortie. En géopolitique, il faut aussi savoir juger de l'opportunité du moment, de ce qu'on est en train de dire. Et là, c'était sous la pire forme et au pire moment. Alors après, en plus, indépendamment déjà de cette première, comment dire, différence qui va avoir vraiment des répercussions assez fortes. Parce qu'en plus, je me permettrais de rajouter une chose. Suite à cette intervention française, les Américains interviennent quand même. Donc j'aimerais faire remarquer quand même qu'en géopolitique, quand on est impuissant, il n'est pas forcément nécessaire de le faire remarquer de façon obstinée aux yeux du monde. Car là, ce que la France a montré, c'est que quoi qu'elle pense ou quoi qu'elle dise, finalement, ça n'avait aucune influence sur les États-Unis d'Amérique. Ça a été dramatique, en fait, ces situations-là. Et j'insiste, si vous me permettez, Olivier, sur ce point,
parce que c'est une grille de lecture qu'on a très peu souvent en France. Alors après, en plus, il y a un autre paramètre qui va venir se greffer sur un certain nombre de dissentiments dont on voit bien qu'ils sont présents, c'est que les choix stratégiques américains vont évoluer. Et les choix stratégiques américains vont évoluer dès Barack Obama. Et là, ça va avoir une incidence très très forte, car je fais appel évidemment à la stratégie pivot. Et la stratégie pivot consiste à expliquer, Barack Obama étant féru de basket, mais en fait, on a un pivot massif qui regardait dans un sens, et puis qui ensuite, pour avoir accès au panier, pour expliquer le terme, se retourne. Et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en évidence? Que les Américains ont été particulièrement concentrés sur l'Europe, mais que maintenant, ce qui les interpelle, c'est la montée en puissance de la Chine, et que donc ils sont en train de pivoter sur leur face pacifique, et qu'ils sont en train de délaisser l'Europe pour se concentrer beaucoup plus sur la question du Pacifique, de l'Asie en général, et de la Chine en particulier. Donc là, en fait, on est sur une évolution qui fait que naturellement, les liens sont amenés à connaître, on va dire, une prise de distance supplémentaire. Alors, de surcroît, il va y avoir le premier mandat de Donald Trump entre 2016 et 2020, et on sait bien que Donald Trump a particulièrement vilipendé l'OTAN et les relations qu'il avait avec les pays européens dans ce cadre-là. Mais ce qui n'est pas inintéressant à noter aussi, c'est que dans la présidence de Biden, même si elle était beaucoup plus apaisée dans sa communication, on faisait remarquer que c'était bien la Chine. Rappelons-nous du discours de Biden quand il justifie le désengagement en Afghanistan pour se concentrer davantage sur la Chine. C'est quelque chose qu'on avait souligné dans nos 2 séances qui portaient sur l'Afghanistan, justement. Donc, en fait, là, on a un éloignement des États-Unis qui est dû à une grille de lecture stratégique américaine qui est très différente. Donc, tout d'un coup, là, on a une étape qui marque une césure importante et qui peut peut-être expliquer en partie la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a commencé par un lien qui était singulier et dans cette dernière étape, celle à laquelle on vient, on en arrive à un rapport classique. Mais dit comme ça, on pourrait imaginer qu'un rapport classique, c'est un rapport qui est sans vague et donc finalement pacifié. Cette dernière étape que vous me proposez d'aborder est évidemment la plus importante de toutes, puisque c'est celle qui nous plonge dans la période contemporaine à partir de 2025. Je vais expliquer pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on entend l'intitulé rapport classique, finalement, on aurait une première tentation qui consisterait à penser que les rapports se sont apaisés, puisque là, l'étape précédente avait l'air d'être mouvementée, qu'on est rentré dans la norme, que c'est une normalisation. Mais moi, je souhaiterais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que c'est pas une normalisation, c'est une banalisation. Et là, tout d'un coup, on est sur un terme qui prend une connotation péjorative en géopolitique, car qu'est-ce que c'est qu'un rapport classique entre 2 États? C'est un rapport qui, en fait, se concentre uniquement sur les intérêts respectifs, sur des enjeux géopolitiques, sans qu'il y ait une singularité entre 2 acteurs. Donc finalement, on serait passé d'un lien exceptionnel à un lien banal. Mais ça n'est pas du tout positif, ça. Alors, comment expliquer cette situation? Je crois qu'il faut déjà, comme premier argument, essentiellement, revenir sur le fait que quand on a évoqué le premier bilan de Donald Trump après sa première année, dans une de nos séances précédentes, on avait souligné devant nos auditeurs le fait qu'il y a un document stratégique qui a été mis en place par les États-Unis en décembre 2025. Et ce qui était intéressant dans ce document, c'est que le premier chapitre concernait l'hémisphère occidental, mais que l'Europe ne faisait pas partie de cet hémisphère occidental, puisqu'un autre chapitre lui était consacré, donc a fortiori la France, et que non seulement ça, mais qu'on a bien démontré dans cette séance, donc j'invite nos auditeurs à la revoir le cas échéant, que les Américains se présentaient plus du tout comme, on va dire, l'État principal investi d'une mission historique qui serait centrée sur la démocratie et la liberté, mais comme un acteur classique de la géopolitique. Et c'est bien pour ça qu'à cet égard, j'avais utilisé le terme « les États-Unis sont en train de se banaliser », sont en train de devenir un acteur complètement classique
ce qu'il n'était évidemment pas, par exemple, avec Woodrow Wilson ou Franklin Roosevelt. Donc on a une relation qui se banalise parce que le rôle que les États-Unis prétendent avoir dans la géopolitique, là on est plutôt lié à la situation interne de la société américaine ou de la politique américaine. Les États-Unis eux-mêmes sont dans une perspective de s'envisager comme se banaliser. Américains et Français, Français et Américains, sauront-ils à l'avenir préserver ce lien non seulement singulier, mais unique, qui n'a aucune comparaison dans l'histoire de l'humanité et des civilisations? C'est bien la question essentielle qui va être posée en cette année 2026, qui est le 250e anniversaire de l'existence des États-Unis numériques. Et c'est une question d'autant plus importante que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, la géopolitique est très demandeuse de solutions et va être très exigeante envers l'ensemble des peuples et des nations qui sont en train de traverser des événements dont on voit bien que malheureusement, ils deviennent de plus en plus anxiogènes, mais surtout bellicistes. Bien, je vous remercie Fabrice. Et il y a aussi autre chose que j'ai noté dans cette séance, c'est la question de la diplomatie, l'art de la diplomatie qui est relié justement aussi à cette question de l'intelligence de l'histoire et du tact dans les relations géopolitiques et entre les États. Je propose que ça soit une invitation un jour à réfléchir sur la question de la diplomatie et de la géopolitique. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.